Je suis ravie d'être là parmi vous. Alors, moi, j'ai intitulé ma présentation « La créativité au cœur de la clinique transculturelle ». Mon idée, c'est un peu de vous transmettre ce qu'on fait en clinique transculturelle. Et ce qu'on fait beaucoup, c'est créer, en fait, inventer des dispositifs, trouver des nouvelles manières d'accueillir, de mieux accueillir les personnes. Donc c'est pour ça que je l'ai intitulé comme ça, et ça me permettra ainsi de vous présenter plusieurs niveaux dans lesquels on intervient, notamment avec les enfants, les adolescents, les adultes, et comment on prend en charge les familles. Donc c'est ça mon idée, un peu vraiment de vous montrer comment on crée les choses à partir de ça. Alors moi je suis donc Amaline Simon, je suis psychologue clinicienne. Donc je travaille à l'hôpital Avicenne, qui n'est pas très loin, à Bobigny. Et je travaille également à la Maison de Solène, qui est à Port-Royal, à Paris. Le point commun, c'est que dans ces deux lieux, on développe donc les consultations transculturelles, où il y a la psychiatrie transculturelle. Donc, voilà, je vais vous présenter un peu le dispositif. En plus de ça, moi, j'ai fait une thèse sur le plurilinguisme. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants qui ont plusieurs langues, et, aussi bien à l'école que dans le soin, dans différents dispositifs, mais je vais aussi un peu vous en parler. Je me permets aussi de vous dire que si vous êtes intéressé par ces questions-là que je vais vous présenter aujourd'hui, on a un site qui s'appelle transculturel.eu ou Centre Babel, c'est le centre de ressources transculturelles. Pourquoi je vous en parle? Parce que sur ces deux sites, vous trouverez mes présentations. Par exemple, je vais vous présenter des BD. Et si vous avez envie de les avoir, vous allez sur transculturel.eu et vous avez accès aux images que je vais vous présenter. Je vais vous présenter des outils, plein de choses comme ça. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site. Vous avez à disposition ce que je vais vous présenter. En plus de ça, si vous avez envie de continuer cette réflexion, on propose à la Maison de Solène. Alors maintenant, dans cette période, on le fait aussi en visio et en présentiel, donc les deux. Des séminaires sur différents sujets, besoin de croire, l'école, la clinique transculturelle, donc il y a plein de séminaires où il y a des intervenants qui viennent présenter leurs travaux. Donc si vous êtes intéressé, pareil, il faut repasser par ce site. Voilà, entre autres, parmi plein d'autres choses que je fais. Alors, c'est quoi la clinique transculturelle? Alors, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux familles qui ont une autre culture que la culture française. Déjà, ce qui est important à savoir et que souvent on a tendance à oublier, c'est qu'on a tous une culture. Même en France, il y a une culture, la culture française. Parce que souvent, on se dit la culture, c'est les autres, en fait. C'est celui qui est différent, c'est celui qui vient d'ailleurs. Mais en fait, la culture, on a tous une culture, on a tous des pratiques, on a tous... voilà. Donc, l'idée, c'est de prendre en compte, dans les questions transculturelles, c'est de prendre en compte ces différences-là. Pourquoi une approche particulière pour ces familles? Parce qu'on s'est rendu compte que chaque famille, par exemple, moi je suis d'une culture, même si j'ai une personne, moi je suis sri-lankaise, même s'il y a une personne qui est sri-lankaise à côté de moi, même si on a la même culture, la manière dont on va la pratiquer peut être très différente. Même dans la salle, si on est tous de la même culture, on va avoir des pratiques différentes. Et donc du coup, c'est de prendre en compte ces représentations qu'on va avoir dans chaque culture, c'est comment les prendre en compte dans notre prise en charge. On s'est rendu compte qu'on n'accueillait pas de la même manière, par exemple, des enfants qui parlent plusieurs langues. Ce n'est pas les mêmes approches qu'un enfant qui parle qu'une seule langue. Mais justement, je vais un peu développer ça. Mais l'idée quand même, c'est que cette approche, elle est pour les familles qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, je dirais, même pour des enfants, ce qu'on appelle de deuxième, troisième génération. Alors, on parle de première, deuxième, troisième génération à partir de la migration. C'est-à-dire que les parents ont migré, les enfants sont nés en France. On dit que c'est des enfants de deuxième génération. Ils n'ont pas fait le voyage, mais ils portent quand même en eux ces questions-là, des origines, de leur pays, des langues, du pays des parents, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Et c'est ça un peu que je voudrais
vous montrer. Alors, dans cette approche de la consultation transculturelle ou de la clinique transculturelle, pour moi, en tout cas, le transculturel, il existe partout. Dans le soin, parce que moi, je travaille à l'hôpital, donc forcément, moi, ce que je vais vous présenter, c'est ce que je fais à l'hôpital, mais je travaille beaucoup à l'école, et je sais qu'à l'école, on travaille aussi de cette manière, c'est-à-dire qu'on prend en compte, enfin, quand les écoles sont un peu formées et intéressées, on prend en compte la diversité culturelle qui est très présente. Vous allez dans une école à Aubervilliers, c'est sûr qu'on a des enfants pluriculturels, avec plusieurs langues, etc. Et il y a des écoles où on prend en compte ça. Donc ça, c'est des choses, c'est pas seulement à l'hôpital, mais moi je pense que vraiment c'est partout. Je disais à la collègue, je fais aussi des formations dans les bibliothèques. On me demande d'intervenir parce que à la bibliothèque, on accueille aussi des enfants qui parlent plusieurs langues, qui sont intéressés pour faire des recherches particulières, etc. Et donc, le personnel m'avait demandé, voilà, on aimerait bien être formé. Donc, la clinique transculturelle, c'est un peu partout qu'on la développe, et c'est pas seulement dans le soin. Mais moi, ma présentation, elle va être beaucoup dans le soin. Et pour moi, pour faire du transculturel, il y a quelques éléments qui sont importants. La première chose, c'est ce qu'on appelle le décentrage. Le décentrage, c'est cette idée qu'on a conscience qu'on a une culture, qu'on a des connaissances, mais que ma vision des choses n'est pas la seule. Elle n'est pas unique. C'est-à-dire, par exemple, si moi je pense que je parle une langue, ça ne veut pas dire que les autres langues n'existent pas, que je ne prends pas en compte les autres langues. Moi, je suis psychologue. Si je pense que mon patient, il a mal au ventre parce qu'il est angoissé, ce qui peut être tout à fait possible, mais c'est peut-être pas la seule explication. C'est-à-dire qu'il faut que je me dise, ah tiens, il faut quand même aller voir le médecin généraliste pour vérifier qu'il n'y a pas autre chose. Donc, je vais me décentrer de mon savoir et je vais prendre en compte qu'il peut y avoir d'autres savoirs. Et dans ces savoirs-là, il y a aussi le savoir culturel. Par exemple, moi, je vais penser qu'il a mal au ventre parce qu'il est angoissé. Le médecin va dire, je ne sais pas, c'est un ulcère ou je ne sais pas quoi, ou il a mal digéré quelque chose. Et le patient, il peut penser, ah mais on m'a jeté un sort parce que la personne chez qui j'ai été manger hier, elle ne m'appréciait pas trop. Donc on a 3 théories culturelles différentes, 3 regards différents. Et l'idée du décentrage, c'est de se dire que les 3 sont importants. C'est-à-dire que je ne reste pas sur ma position, non, c'est de l'angoisse, monsieur, c'est rien d'autre. Parce que sinon, ça ne marche pas. Donc l'idée du décentrage, c'est de se décentrer et d'essayer de comprendre comment l'autre peut voir les choses. Alors ce qui est le décentrage culturel, en tout cas, c'est par exemple quand le patient va me dire « mais moi j'ai mal au ventre, mais parce que hier j'ai été manger chez un tel qui m'a jeté un sort ». Et ça, nous, parfois, on peut se dire « mais qu'est-ce qu'il raconte c'est pas possible ou ça correspond pas à ce que je... » Et donc l'idée, c'est vraiment de sortir de cette connaissance-là qui est la mienne et d'entendre ce que l'autre a à dire et de pas être figé dans ma connaissance à moi. Donc ça, c'est quelque chose d'important. L'expérience du décentrage, alors il y a Éric Hérault qui a beaucoup travaillé sur ça. Il a fait un livre et un reportage aussi sur Fou de l'Inde. Il est médecin psychiatre et il travaille dans tout ce qui est rapatriement. Et il montrait qu'il y a beaucoup de personnes européennes, notamment, qui partent en Inde pour faire cette expérience du tout décentrage complet. C'est-à-dire, quand on va en Inde, on est complètement bouleversé par les bruits, par l'odeur, par tout ce qu'on peut voir, les couleurs. Enfin, tous nos sens sont complètement presque comme un choc en fait, culturel qu'on peut avoir quand on arrive là-bas. Et beaucoup de gens décompensent, c'est-à-dire que ça les rend fous parce que c'est tellement différent la représentation du monde à l'européenne et la représentation du monde en Inde notamment. Et donc il dit, voilà, il y a beaucoup de gens qui décompensent, qui doivent rapatrier parce que justement, ça a réveillé trop de choses en eux. Et justement, cette expérience-là, c'est du décentrage. C'est qu'à un moment, on est confronté à quelque chose qui est tellement différent de nos références culturelles. Donc, cette notion du décentrage, pour moi, c'est hyper important. Si on n'a pas conscience de nos différences, que nous aussi, on a une culture, c'est pour ça que j'ai commencé par ça en disant qu'on a tous une culture,
en France, on a une culture. Le problème, c'est que quand on est dans l'intraculturel, on ne s'en rend pas compte. On se dit, par exemple, manger avec des fourchettes et fourchettes et couteaux, on se dit, c'est la règle. Oui, c'est la règle en France, mais si on regarde dans le monde, c'est pas forcément la règle. Il y en a qui mangent avec des baguettes, il y en a qui mangent à la main. Et donc, du coup, on se dit, en fait, ça fait partie de la culture française, donc ça fait partie de notre culture. Et donc, le décentrage, on en fait souvent l'expérience quand on part ailleurs et qu'on se rend compte qu'on a aussi une culture. Mais tant qu'on est à l'intérieur, on ne s'en rend pas compte. On se dit que c'est les autres qui sont différents. Mais nous aussi, on porte cette différence. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Une autre notion qui va avec ça, alors qui est complètement une notion qu'on utilise en psychanalyse en particulier, mais que moi je trouve ça important d'avoir, c'est la notion de contre-transfert. C'est surtout Freud qui a beaucoup travaillé sur la question du transfert. Il dit que pour que ça marche bien, une thérapie, il faut qu'il y ait un transfert entre le patient et le thérapeute. C'est-à-dire que le patient puisse un peu se reconnaître dans le thérapeute, etc. Le contre-transfert, et en particulier le contre-transfert culturel, c'est ce que le thérapeute qui est en face du patient va ressentir. Moi, cette notion, je l'élargirais. Mais cette idée que quand j'ai un patient devant moi qui va me dire j'ai mal au ventre parce qu'on m'a jeté un sort, si je ne suis pas assez apte à entendre ça, ça peut me renvoyer à des choses où je peux me dire il est fou, c'est bon, je le mets dans la case décompensation ou dans la case psychotique, et il se fait, voilà, je peux très vite me dire ça en fait. Donc l'idée du contre-transfert, c'est d'analyser ce que moi, ce patient-là me fait vivre. Pour vous donner un exemple très concret, on avait eu en consultation transculturelle une patiente, une famille qui était adressée par l'école, et c'est la psychologue scolaire qui nous l'avait adressée parce que c'est une enfant, je ne sais plus où, je crois du Mali, qui avait une malformation au niveau du visage. Et la psychologue scolaire nous l'avait envoyée en disant voilà, il y a des opérations qui sont possibles et la famille refuse de le faire. Et pour nous, je trouve que c'est un peu de la maltraitance parce que cette petite fille, à l'école, elle vit les moqueries des gens, c'est difficile, et les parents refusent de faire cette opération qui pourrait un peu la soulager de ça, des relations avec les copains, à l'école, etc. Et qu'elle dit, voilà, cette petite fille est en grande souffrance, etc. Donc nous, on reçoit la famille, et puis en fait, très vite, on se rend compte que la famille, elle dit, voilà, pour nous, cet enfant, c'est un cadeau de Dieu. Dieu nous l'a donné comme ça. Et pour nous, c'est important de ne pas défaire ce que Dieu a créé. Donc ça, c'est nos croyances à nous. Et il n'y avait aucun problème. La petite fille, du coup, dans la consultation, elle était assez grande, elle avait 8 ans ou 9 ans, un truc comme ça. Donc elle a pu dire aussi qu'elle n'était pas gênée par sa malformation. Mais ce qui était gênant, c'est les relations avec les copains, effectivement, mais qu'elle vivait pas mal. C'était pas ça le problème. Le problème, c'était les copains, etc. Mais bon, à cet âge-là, les moqueries des copains, on en trouve avec ou sans malformation. Donc, du coup, la petite, elle se positionnait pas du tout du côté de j'ai un problème dans le corps qui fait que les autres... Non, c'est plutôt les autres, ils sont pas très sympas. Oui, c'est vrai, c'est pas facile tous les jours, mais moi, j'ai peur de l'opération, j'ai pas envie. Et les parents disant, mais nous, voilà, c'est un cadeau de Dieu et on veut surtout pas toucher à ça. Pour nous, notre fille, elle est précieuse, etc. Donc les parents, ils ne voyaient même pas pourquoi on les avait appelés, pourquoi on les avait vus en consultation. La fois d'après, la famille n'est pas revenue. Et on a la psychologue scolaire qui est venue seule et on a essayé de comprendre qu'est-ce qui posait problème en fait. Oui, il y a un souci avec les camarades, bon, ça peut se régler à l'école, pourquoi? Et en fait, elle nous explique après qu'en fait, elle a un enfant qui a un handicap très très lourd, qui ne peut pas s'opérer, et que là, ses parents ont la chance d'avoir une possibilité de changer l'avenir, selon elle, et que ça lui est vraiment, c'est trop dur pour elle de voir que ses parents ne font pas ce qu'il faudrait faire d'après elle. C'est-à-dire que ça l'a renvoyée à des choses qui sont personnelles et qui sont à elle, qu'elle a renvoyé aussi. C'est ça qu'on appelle la notion du contre-transfert. C'est-à-dire que moi, ça me renvoie à des choses qui sont insupportables pour moi, mais qui ne concernent pas forcément le patient.
Et donc ça, c'est important qu'on ait conscience de ça. Et dans les questions culturelles, c'est assez flagrant en fait. On a beaucoup de choses comme ça en fait. Par exemple, un autre exemple, nous on travaille beaucoup avec les interprètes parce que on a des familles qui viennent d'ailleurs. Et nous, notre moyen en tant que psy, moi mon moyen pour travailler, c'est la parole. Donc c'est que la personne va me raconter un récit, va me raconter ce qu'il vit, etc. Ben, si je ne comprends pas la langue, ou s'il me parle dans un français approximatif, ben, c'est compliqué pour moi d'avoir accès à la personne. Donc on travaille beaucoup avec des interprètes. Donc les interprètes, c'est ceux qui nous permettent de travailler dans la langue du patient et qui après ils puissent nous les retranscrire en français. Et du coup, la communication est tout à fait possible. Mais c'est vrai que ça demande un ajustement. Ça veut dire que moi, en tant que psychologue, j'ai appris à travailler dans mon cabinet avec mon patient en face de moi, c'est ce que j'ai appris à la fac. Ben maintenant, il faut que j'apprenne à travailler avec mon patient et un interprète qui va traduire. Ça change le cadre, effectivement. Ça veut dire qu'il faut que je fasse confiance à l'interprète, parce que moi, je ne parle pas la langue, donc forcément, je ne sais pas ce qu'il va traduire. Donc, c'est tout un c'est vraiment, ça nous oblige à changer de position. Et ça va avec cette question du décentrage. Malheureusement, je ne maîtrise pas toutes les langues, donc à un moment, je suis obligée de faire confiance à l'autre pour que la communication soit possible. Et en fait, moi, je suis souvent confrontée, on m'écrit, on me dit, oui, ce patient-là, il habite, je ne sais pas, là, l'autre jour, j'avais eu une demande pour Amiens, parce que monsieur ne parle pas la langue, donc il faut que vous le suiviez. Mais s'il a besoin de soins et qu'il va mal, je ne vais pas le faire venir à Paris, alors que le monsieur, il habite à Amiens avec sa famille. Et je demande pourquoi le psychiatre, il ne peut pas le recevoir. Ah non, il ne veut pas travailler avec des interprètes. Bah pour moi, c'est du refus de soins, quoi. C'est vraiment, on refuse de soigner la personne parce qu'elle ne parle pas la langue. Et je trouve que du coup, ça nous met dans des positions super compliquées. Je ne dis pas que c'est facile, encore une fois, je sais que ce n'est pas facile, ça nous demande de changer nos pratiques, ça nous demande de nous adapter, mais en même temps, sans passer par la langue, je ne vois pas comment, dans mon métier en tout cas, si j'ai des personnes qui ne parlent pas bien français, je ne vois pas comment je peux faire autrement que de repasser par la langue maternelle et par la question de l'interprétariat. Donc ça, pour moi, c'est hyper important, la question de l'interprétariat. Alors, comment on travaille? Et c'est là où la notion de créativité, elle naît aussi, c'est que notre méthode de travail, ça s'appelle la méthode complémentariste qui a été développée par Georges Devreux. Il dit qu'en fait, on peut travailler avec plusieurs approches, par exemple avec 2 approches, de manière obligatoire mais non simultanée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je reçois mon patient, moi je suis psychologue, donc moi je vais utiliser ce que j'ai appris en tant que psychologue. Donc par exemple, je sais que les maux de ventre, ça peut être lié à des angoisses. Voilà, j'ai appris ça, donc je peux travailler sur la notion d'angoisse, ça fait partie de mon travail. Mais par contre, lui, le patient, il a un autre savoir. Et ce savoir, il est plutôt anthropologique. C'est qu'il va me dire, chez moi, on croit en la sorcellerie et on pense que des personnes mal intentionnées peuvent aussi nous faire du mal, peuvent nous toucher dans notre corps. Ça, c'est sa théorie. Et donc, l'idée du complémentarisme, c'est que les 2 théories peuvent être ensemble. On ne les mélange pas. C'est ce que ça veut dire quand on dit non simultané, c'est-à-dire que je ne vais pas faire un mélange des 2. Je vais bien dissocier les 2, mais les 2 sont importants. C'est-à-dire que je vais dire au monsieur, on va continuer à se voir parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a à travailler autour de l'angoisse, etc. Et ça, moi, je peux vous aider. Et de l'autre côté, je pense aussi que c'est important que vous fassiez des protections de votre côté pour soulager et pour éviter que vous soyez, que les mauvais sorts vous touchent. Par exemple, des prières, des offrandes, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il va faire ce que lui, il sait. Et les 2 sont importants. Donc du coup, on va travailler sur ces 2 versants-là. C'est un peu comme ça qu'est née l'ethnopsychiatrie, c'est-à-dire en prenant en compte la psychiatrie et l'anthropologie. Donc on travaille sur ces 2 versants en disant que les 2 sont importants, les 2 sont obligatoires, mais on ne les mélange pas. On sait bien que, par exemple, quand on vient me voir, on travaille sur le côté plutôt psycho. Et que moi, je vais l'accompagner aussi, je vais redonner assez confiance en lui pour qu'il aille chercher aussi des protections qui lui sont importantes.
L'ethnopsychiatrie, petit à petit, c'est devenu la clinique transculturelle. Alors pourquoi transculturelle? Parce qu'on va travailler sur les éléments culturels, mais avec cette idée qu'il y a des choses qui traversent toutes les cultures. Par exemple, la représentation du monde, on a chacun une représentation différente. Certes, elle est différente, mais on peut l'entendre. Et donc, le transculturel, ça veut dire aussi que ce n'est pas parce que je suis de telle origine que je dois recevoir des patients obligatoirement de la même origine. Non, le fait qu'on soit... D'ailleurs, moi, je trouve, et on en discutait avec une collègue hier, quand on est dans la même culture, je trouve ça encore plus difficile. Parce qu'en fait, souvent, mes patients, ils me disent, vous savez de quoi je parle? Et du coup, je suis là, ah oui, je ne peux pas développer. Mais par contre, si je suis avec un collègue et que le patient me dit, vous savez de quoi je parle? Je dis, oui, moi, je sais, mais pas lui. Donc, on va essayer de développer pour lui. Et du coup, ça oblige le patient à expliquer pourquoi il croit que c'est la tante qui lui a jeté un sort, etc. Et du coup, ça permet vraiment d'approfondir et de comprendre. Donc moi, je trouve que justement, quand on n'est pas de la même culture, on peut facilement questionner. Mais pour le questionner, il faut déjà l'entendre. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir conscience que ça peut se penser autrement ailleurs. Donc ça, c'est important. Et le transculturel aussi, parce qu'on peut aussi entendre ces choses-là aujourd'hui à différents endroits. On l'entend à l'hôpital, évidemment, dans le soin, etc. Mais on l'entend aussi, par exemple, à l'école. Tout à l'heure, j'avais un rendez-vous téléphonique avec une collègue qui est enseignante à Rennes, et elle me parlait d'une enfant qui avait du mal à investir la langue, etc., qui était en difficulté. Elle a reçu plusieurs fois la maman, et la maman raconte que son frère est venu, alors je crois que c'était du Soudan, mais en tout cas il a traversé la mer, enfin c'était très dur, et qu'en arrivant en France, il a perdu la mémoire, et qu'il se retrouve aujourd'hui dans un hôpital psychiatrique et que c'est très dur pour elle parce qu'il est venu ici pour sauver sa vie et finalement il se retrouve enfermé parce qu'il ne va pas bien. Hein. Et elle disait que elle, ce qu'elle pensait, c'est qu'il a été frappé par quelque chose qui était plus autour, alors je ne sais plus si c'est d'un sort ou en tout cas de quelque chose autour de la famille et que ça ne concernait pas forcément de la psychiatrie, quoi. Et du coup, elle me dit, elle me dépose ça à l'école. Moi, je suis enseignante, je reçois ça. Qu'est-ce que j'en fais? Je suis toute seule. Je ne sais pas comment je peux le travailler. Et je vois bien que la petite, qui a du mal, justement, elle est aussi traversée par ces choses-là. Elle entend, elle voit sa mère triste, elle entend que son oncle est à l'hôpital, elle entend ces choses-là. Comment on peut aider Et c'est là où la question de la créativité, pour moi, elle est hyper importante. C'est-à-dire qu'elle me disait, moi je vais essayer de la mettre en relation avec des associations qui vont peut-être l'aider, avec la consultation transculturelle, avec voilà, plein de... Voilà, on va essayer de construire quelque chose ensemble pour accompagner cette famille. Mais c'est pour vous dire que ce genre de choses, on peut l'entendre dans le soin, mais qu'on peut l'entendre aussi à différents niveaux en fait. Donc c'est important de l'avoir en tête. Moi je vous ai dit, je vais vous parler de différents âges dans lesquels on peut intervenir. Alors, Marie-Rose Moreau, qui est l'une des fondatrices du transculturel, elle a montré qu'il y a 3 périodes de vulnérabilité dans la vie d'un enfant. Période de vulnérabilité, ça veut dire des périodes où les enfants sont un peu plus fragiles, où ils sont vulnérables, quoi. Et donc elle dit, voilà, la première, c'est autour de la naissance, autour de l'interaction mère-bébé. Cette période, elle est hyper importante parce que souvent, les histoires qu'on entend, c'est des mères qui arrivent, qui accouchent en France et qui sont souvent très seules. Parce qu'au pays, et ça je dis dans beaucoup de pays, on n'accouche pas seul, on a la grand-mère, la tante, on a beaucoup de femmes autour pour s'occuper de nous, pour s'occuper du bébé. Et quand on arrive en France, on est souvent très seul en fait. Et fragilisé, il suffit qu'on ait vécu des traumas lourds, des choses compliquées pour arriver en France. Donc ça peut, voilà, ces mères-là portent beaucoup de choses difficiles et souvent ça se transmet. Et les bébés, à ce moment-là, on dit qu'ils sont un peu plus vulnérables dans cette relation mère-bébé. Et donc c'est important à cette période-là d'être très attentif aux mamans et à leur bébé. La deuxième période de vulnérabilité, c'est l'entrée dans les grands apprentissages. C'est souvent autour du CP, parce que c'est là où l'enfant va rencontrer le monde français pour de vrai, avec la langue notamment, avec l'entrée dans la lecture, dans l'écriture, et que ça aussi, ça peut vulnérabiliser.
pour différentes raisons, mais par exemple avec cette idée que je vais apprendre une langue que mes parents ne maîtrisent pas. Donc ça veut dire qu'il faut que l'enfant soit assez fort pour porter ces choses-là. Donc ça peut être aussi une période de vulnérabilité. Et la troisième période, c'est bien sûr l'adolescence, évidemment, qui est aussi le remaniement identitaire. Et donc quand la question culturelle se présente, à ce moment-là, c'est encore plus dur parce qu'on se retrouve à l'intérieur de soi avec deux cultures et comme si on devait choisir. Et j'ai beaucoup d'adolescents qui me disent bah, moi, je ne sais pas qui je suis en fait. Je suis français ou je suis algérien. De quelle culture je suis? Qui je suis? Et du coup, il y a cette idée qu'on doit absolument choisir. Alors que non, on peut se métisser et être les deux ou s'inventer. On disait que le métissage, c'est 1 + 1 = 3. C'est-à-dire qu'on n'est pas 50-50. Hein. Quand on est métis, on n'est jamais 50-50. On est 100. On est 100% français, 100% tamoul, par exemple. On ne peut pas être moitié-moitié. On est 100% les deux. Et on va se créer quelque chose qui nous appartient à partir de l'identité culturelle de nos parents. On va créer notre manière d'être métis. Et ça va être différent selon chaque personne, en fait. Donc, cette période de vulnérabilité, elle devient difficile pour certains. Et ce qui les sort de cette vulnérabilité, c'est la créativité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je parle beaucoup de créativité, parce que dans ces 3 périodes-là, les enfants ont des ressources incroyables. Les études autour des interactions mère-bébé, si vous regardez, moi j'ai une collègue qui a beaucoup travaillé ça sur le trauma mère-bébé, Elisabetta Dosio, qui a travaillé sur le trauma mère-bébé, et elle montre comment les bébés réveillent leur maman, comment les bébés peuvent aussi protéger et avoir une fonction réparatrice quelquefois avec les parents. Dans les grands apprentissages, je pense à une petite fille, par exemple, qu'on m'avait orientée parce qu'on pensait que, parce qu'elle ne parlait pas le français, elle était en déficience ou qu'elle avait un problème. Et en fait, elle est arrivée et la maman me dit, mais en fait, elle parle pas bien français, mais je vous assure, elle sait faire plein de choses. Et la maman me montre son portable et la petite, pour apprendre les poésies, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se filme avec le portable de sa mère et après, elle se réécoute et puis elle corrige ses fautes comme ça parce qu'elle sait que sa mère n'a pas elle parle pas français, donc du coup, elle avait du mal à corriger ses erreurs. Et donc, la petite, moi j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Toute seule, elle se filme avec le portable de sa mère et elle s'auto-corrige. Du coup, quand elle fait des fautes, elle vérifie, elle corrige, et une petite de 7 ans, quoi. Donc ça, c'est de la créativité. C'est les enfants, comment ils sont créatifs. Et à l'adolescence, je vous en parle pas. Tous les ados toute la notion de créativité autour de l'adolescence, elle est vraiment incroyable. Pour ces enfants-là, ce qui peut être compliqué, c'est ce passage-là du monde de la maison au monde de l'école, notamment, parce que c'est à l'école que les enfants rencontrent vraiment le monde français. Parce qu'au début, quand ils sont petits, ils sont à la maison. Et puis en fait, quand ils arrivent en maternelle, entre autres, c'est là où ils rencontrent le monde français. J'ai eu des enfants qui m'ont dit, mais moi, je ne savais pas que la maîtresse, elle ne parlait pas tamoul. Je ne savais pas que la maîtresse, elle ne parlait pas arabe. Parce que quand on est avec ses parents, on a l'impression que la langue de nos parents, c'est la langue du monde, en fait. On a cette idée-là quand on est petit. Et puis quand on arrive à l'école, on se rend compte que non, en fait, c'est pas la langue de ma maman, c'est pas la langue de la maîtresse, c'est pas le monde de l'extérieur. Et du coup, parfois, il peut y avoir comme ça un mur entre le monde de la maison et le monde de l'école. Et ces enfants-là sont au milieu, parfois et trop souvent tiraillés, c'est-à-dire que comme s'ils devaient choisir, comme s'ils devaient se couper en deux, comme si et qu'ils ne pouvaient pas en fait être les deux dans les deux mondes de la même manière. Et donc nous, notre travail, c'est aussi comment on peut passer d'un monde à l'autre. Alors bien sûr, on va se servir du décentrage, du complémentarisme. Donc je vous ai donné quelques billes autour de ça, et j'ai envie de vous faire un peu travailler. D'accord ? Alors, comment je ferais ? On reçoit un enfant, on peut être dans n'importe quelle situation. On est à l'école, on est dans une association, on est à la bibliothèque. On a un enfant qui ne parle pas bien français. Il est en difficulté parce qu'il ne parle pas bien français. Comment je peux faire pour l'aider ? Comment je peux l'accompagner ? Est-ce que vous avez des idées ? Par le dessin ? Et qu'est-ce qu'on va chercher par le dessin ? Je ne sais pas qui... Oui, qu'est-ce qu'on va chercher par le dessin ?
Tout à fait. Tout à fait. Et il y a une des chercheuses qui s'appelle Alicia Rizzi qui a travaillé sur le dessin d'enfants au niveau transculturel et qui montrait aussi que parfois les enfants, même dans le dessin, c'est pas quelque chose d'évident, même au niveau culturel. Par exemple, moi j'ai fait là au mois d'août, on a eu, et ça continue, on a des familles afghanes qui arrivent à l'aéroport et on a fait avec la cellule d'urgence médico-psychologique l'accueil des enfants. Et on propose toujours des jeux, des peluches, des feuilles, des dessins. Et j'ai vu des enfants très à l'aise qui arrivaient, qui prenaient le stylo et qui se mettaient à dessiner, et c'était sans problème. Puis j'ai vu aussi des enfants qui ne savaient pas en fait comment faire et comment exprimer ce qu'ils... Enfin, c'est pas quelque chose de forcément évident, le dessin, mais c'est une très bonne idée parce que, en général, c'est un langage commun quand même. On arrive, avec des enfants un peu plus grands, à travailler autour du dessin. Mais comment on peut avoir accès à la langue ? Est-ce que vous avez des idées ? Par le jeu aussi, tout à fait. On va essayer de trouver un langage commun. Le dessin, le jeu. Et ce que je voulais vous dire, c'est aussi que parfois on a cette idée que parce que l'enfant il parle pas ma langue, je ne peux pas le comprendre. Or, c'est faux. C'est pas parce qu'on ne parle pas la même langue qu'on ne peut pas se comprendre. On ne peut pas faire une psychothérapie. C'est-à-dire que je ne peux pas demander à quelqu'un qui ne parle pas le français de me raconter sa vie, ça va être trop compliqué. Mais par contre, la communication n'est pas nulle. C'est pas « Ah, il ne parle pas la langue, donc c'est une feuille blanche, l'enfant ne connaît rien, ne sait rien, c'est parce qu'il ne parle pas la langue. » Je vais m'intéresser à sa langue. Je vais me demander quelle langue il parle. Je pense que c'est la première chose à faire. C'est-à-dire que l'enfant arrive, il ne parle pas le français, mais quelle langue tu parles ? Quelles sont les autres langues ? Et de s'intéresser à cette langue, pour moi, c'est hyper important. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que la langue maternelle ? La langue maternelle, si on va dans le dictionnaire, si on va faire des recherches, il y a plein de définitions sur la langue maternelle. Certains vont vous dire, la langue maternelle, par exemple, c'est la langue parlée par le papa, par la maman. Par le papa ou la maman, ok, les géniteurs. Ça peut être aussi la langue parlée dans le pays dans lequel je suis née. Je suis née en France, je parle français, donc ma langue maternelle est le français. Certains vont aussi dire que, par exemple, en ce moment, la grande mode, c'est qu'on entend beaucoup d'ados, j'entends beaucoup d'ados me dire « moi, c'est le coréen ». Ma langue maternelle, c'est le coréen, parce que c'est la grande mode en ce moment de parler le coréen. Alors qu'ils n'ont aucun lien avec la Corée, aucun. C'est juste, voilà. Un moment, c'était l'anglais américain, un moment, enfin voilà. Japonais aussi, il y en a qui, avec les mangas et tout ça. Moi, le japonais, c'est parce qu'on y attache un lien affectif, parce qu'on se reconnaît là-dedans, donc il y a quelque chose comme ça. Donc on trouve plein de définitions comme ça. Mais moi, je crois que ce qui est important de savoir, parmi toutes ces définitions, c'est que la langue maternelle, c'est quand même celle des premières interactions avec nos parents, père et mère. Et que du coup, quand on apprend à parler, on n'apprend à parler qu'une seule fois. Mais après, on apprend plein de langues. Mais ce premier apprentissage du parler, c'est celle aussi où vient se mettre tous les affects. C'est important de connaître les langues, c'est important d'apprendre le français, c'est important. Mais pour pouvoir avoir cette possibilité-là, il faut qu'on soit tranquille. Il faut qu'on soit tranquille à l'intérieur, il faut qu'on ait confiance en nous. Enfin, si moi je me mettais à vous apprendre le tamoul, il y a certains qui ne vont pas oser répéter ce que je vais dire parce que j'ai peur, j'ai pas assez confiance en moi, j'ai peur je vais mal prononcer, je vais mal le dire, on a ces craintes-là, ce qui est normal. Hein. Donc pour les enfants, c'est pareil, quand on apprend une langue, si on n'est pas assez en confiance à l'intérieur de nous, ça peut être parfois difficile. Donc cette première langue maternelle, ce qu'elle apprend, c'est tout ce côté affectif. C'est pour ça que pour moi, quand j'entends, malheureusement on l'entend encore, des personnes dire « Ah madame, il faut parler en français à votre enfant, il faut arrêter de lui parler dans la langue maternelle », je trouve ça très violent
parce que ça veut dire que cette mère, son premier rôle, c'est quand même le lien affectif, c'est ce qu'on lui demande, avant même... eh bien, si elle ne peut pas le dire dans sa langue maternelle et qu'elle doit dire dans une langue qu'elle ne maîtrise pas, je ne suis pas sûre que ça passe de la même manière. Si je vous disais parler à votre enfant dans une langue que vous connaissez approximativement, ben c'est difficile. Donc pour moi, la langue maternelle, l'une des premières choses, c'est ce côté affectif qui est hyper important. Donc de s'intéresser à cette langue maternelle, c'est vraiment de s'intéresser aux enfants et aux liens qu'il va créer avec le monde. Donc c'est hyper important de s'intéresser à cette langue maternelle. Donc ça, c'est une chose importante. Après, cette première langue, quand elle est bien apprise, souvent elle permet d'être un tremplin pour apprendre plein d'autres langues en fait. C'est-à-dire que moi je dis souvent aux parents, vous parlez l'arabe, très bien, parlez-lui en arabe mais bien. Apprenez-lui à faire des phrases en arabe, apprenez-lui à chanter en arabe, apprenez-lui à rêver en arabe, apprenez-lui à dessiner. Parce qu'en fait ça permet d'avoir un socle et à partir de ça, à l'école quand il va apprendre le français, en fait, il va s'appuyer sur ce qu'il sait et puis il va très vite apprendre le français. Ça pose aucun problème. Les enfants, ils ont cette capacité-là. Tous les enfants ont cette capacité-là d'apprendre plein de langues. Mais il faut être tranquille pour le faire. Si on est préoccupé par des choses violentes qu'on a vécues, ou parce que ma maman elle est trop triste, ou parce que je ne veux pas apprendre une langue que mes parents ne maîtrisent pas, ou parce que quand je vais à l'école, je suis préoccupée par ce qui se passe à la maison, etc., toutes ces choses-là, je ne peux pas être tranquille dans l'apprentissage d'une langue. Ou je ne me sens pas autorisée. Souvent, les enfants, ils arrivent à l'école et ils disent « Ah, mais nous, on n'a pas le droit de parler ma langue à l'école. C'est interdit. » Et quand on se dit que c'est interdit, quelque part, on se dit que c'est pas bon. Ma langue maternelle, elle n'est pas bonne. Donc, il y a quelque chose de moi qui n'est pas bon. Il y a quelque chose de mes parents qui n'est pas bon. Et ça peut être violent pour l'enfant. Donc, c'est pour ça que je dis que la première chose quand on accueille des enfants qui parlent, c'est de s'intéresser à sa langue maternelle. Je vous donne un exemple très concret. Dans une école, il y avait une maman qui était des Comores, alors je ne sais plus, des Grandes Comores, je crois, et l'école avait du mal à parler avec cette maman parce qu'il y avait la problématique de la langue, mais en plus, voilà, elle ne comprend pas tout ce qu'on lui dit, en plus elle est assez froide, voilà, on n'arrive pas du tout à rentrer en lien, et puis la nouvelle maîtresse qui accueille l'enfant doit rencontrer cette maman, donc tout le monde lui dit attention, cette maman vraiment fais attention, elle n'est pas très sympathique, etc. Donc l'enseignante se prépare et puis elle se dit bon, je vais chercher sur internet, sur Google maintenant comment on dit bonjour. Donc elle va chercher, elle trouve, puis quand la maman arrive, elle lui dit bonjour dans la langue. Et là la maman s'éclate de rire. Et elle lui dit, mais où t'as appris ça? Et puis la maîtresse dit, j'ai cherché, moi je me suis intéressée à votre langue, j'ai cherché, et donc je voulais bien vous accueillir. Et là, elles ont rigolé toutes les deux, et la maman lui a appris comment on prononce bien, et en fait, ça s'est super bien passé, et il n'y avait plus cette frontière-là, et la maman, elle était très à l'aise, et l'enseignante me dit, mais ça a changé complètement mon regard sur cette maman, alors qu'au début, j'entendais les collègues dire, attention, 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 mais je l'ai accueillie autrement, et en fait, ça a complètement changé notre relation. Elle n'est pas du tout froide, au contraire, elle m'a expliqué ses difficultés, les difficultés de l'enfant, on a pu faire des liens, et pas de problème. Donc l'accueil et le regard qu'on va porter sur la langue, elle est hyper importante. Parce que malheureusement, on est dans une société où, inconsciemment, même sans le vouloir, existe une hiérarchie des langues. Je veux dire, c'est beaucoup mieux vu dans un CV si on parle anglais, allemand, espagnol, français, que si je mets sur mon CV, je parle tamoul, je parle arabe, je parle soninké, c'est beaucoup moins bien vu, malheureusement. Ça existe, et donc du coup, de valoriser les langues, toutes les langues, pour moi, c'est hyper important. Ça vient valoriser l'enfant et on va prendre en compte vraiment les compétences de l'enfant. Nous, à l'hôpital Avicenne, donc à Bobigny, on a été confrontés à cette problématique parce qu'on a eu beaucoup d'orientations d'enfants où on nous disait l'enfant, il ne parle pas bien français, hop, prenez-le parce qu'il ne parle pas français, donc il doit avoir un trouble du langage, il doit avoir... Donc ok, on reçoit ces enfants, effectivement, il ne parle pas français. Alors comment moi je fais pour évaluer cet enfant parce qu'on me dit qu'il a un trouble parce qu'il ne parle pas français. Donc ça nous a vraiment posé question, on s'est dit mais comment on va faire? Et on s'est dit,
que quand c'est une maladie, quand on parle de trouble du langage, c'est une maladie du langage. Normalement, ça touche toutes les langues. Donc on s'est dit qu'on va s'intéresser à la langue maternelle. Donc si l'enfant arrive, il parle très mal le français, il a des grosses difficultés en français, mais peut-être qu'il parle bien en soninké, j'en sais rien. Donc je vais essayer de voir comment il parle en soninké. Alors on a essayé de demander aux parents, mais les parents ne sont jamais très justes. Hein. Moi-même, je suis maman, j'ai l'impression que mon enfant, il sait tout. Ça, c'est normal. Donc, du coup, quand on demande aux parents, ils disent « Ah oui, oui, il parle super bien, il parle super bien ». Et du coup, on a du mal à savoir précisément comment il parle en soninké. Donc, en fait, on a créé un outil. C'est là c'est pour ça que je parle de la notion de créativité qui s'appelle l'ELAL d'Avicenne. ELAL, parce que c'est évaluation langagière pour allophones. Allophones, c'est les enfants qui parlent une autre langue que la langue de la société, c'est-à-dire une autre langue que le français. Et primo-arrivants, c'est les enfants qui viennent d'arriver. Ce qui est le cas, par exemple, des enfants qui ont fait le voyage et qui sont arrivés en France, qu'on retrouve souvent dans des classes spécialisées qu'on appelle des classes UPE2A, autour des enfants qui ne parlent pas, dont ils ont une autre langue maternelle que le français. Et donc cet outil, c'est un outil très très simple, où on va aller interroger l'enfant dans sa langue maternelle pour voir comment il parle. Et donc, du coup, moi, je sais comment il parle en français, parce que j'ai des outils pour évaluer l'enfant en français. Je vais les comparer avec l'ELAL d'Avicenne, où je fais la même chose, mais dans la langue maternelle, et je vais voir si je retrouve les mêmes difficultés. Si je vois qu'il est en difficulté dans les deux langues, à ce moment-là, oui, c'est un trouble du langage puisqu'il est en difficulté même dans sa langue maternelle. Et à ce moment-là, effectivement, je vais peut-être proposer un suivi orthophonique, je vais peut-être proposer une prise en charge adaptée par rapport à son trouble. Par contre, si l'enfant parle super bien soninké, aucun problème, il parle très très bien soninké, il fait des phrases, il prononce bien, tout va bien, mais par contre, il ne parle pas bien le français. Je vais m'intéresser à son histoire. C'est peut-être parce qu'il vient d'arriver. Peut-être qu'il a besoin de temps, peut-être qu'il y a ce clivage-là dont je parlais entre le monde de la maison et le monde de l'école et qu'il n'est pas assuré à l'intérieur de lui pour apprendre le français. À ce moment-là, je ne vais peut-être pas proposer directement l'orthophoniste, mais peut-être qu'il voit un psychologue ou qu'il voit peut-être une thérapie familiale. Enfin voilà, on va creuser en fait pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait. En tout cas, ce n'est pas une maladie du langage puisque ça ne touche pas l'autre langue. Donc ça, c'est important. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Ça va ? Oui, c'est bon. Je voulais montrer, je vais vous montrer une toute petite vidéo sur l'ELAL d'Avicenne d'un petit garçon que j'ai reçu à que j'ai rencontré à la PMI. Et c'est un petit garçon qui est arrivé en janvier. Et moi, quand je l'ai filmé, quand je l'ai vu, c'était au mois d'août. Et la PMI s'inquiétait en me disant, mais il parle, en fait, il joue pas, il parle pas, il reste collé à sa maman, etc. Donc, nous, psy, quand quelqu'un nous dit ça, ça nous inquiète en fait. Quand on dit, oula, un enfant qui joue pas, qui est collé à sa maman et qui... voilà, on se dit, oulala. Et puis du coup, on s'est dit, tiens, on va essayer de voir comment ça se passe dans la langue maternelle. Je vais juste vous montrer le début pour voir comment, en fait... Donc, du coup, on travaille avec un interprète. L'ELAL d'Avicenne, c'est un outil qu'on utilise dans la langue maternelle. Malheureusement, moi, je ne parle pas le soninké. Là, c'est un petit garçon soninké. Donc, je ne parle pas soninké. Donc, je travaille avec un interprète. Je fais appel à un interprète spécialiste de la langue soninké. Je vous montre juste un petit bout de l'ELAL d'Avicenne, qui est un outil. Je vous donne la première planche. Bakar kenn man. Kenn man ko ndambe. Fodumbe. Fodumbe. Choisir là où je veux. Pourtant, ça a marché. Peut-être si je glisse comme ça. Ah oui, c'est bon. Voilà. Du coup, je ne vois plus le truc. Kéran man. Yellow. Yellow. Ok, soni gankane, asoni gankane. Fomaka. Fumak. Alors, Kéran man. Fodumbe. Ay Fodumbe fitike. Fodumbe non. Fodumbe ne kia. Kéran. Par exemple, là, c'est
c'était autour des... Je vous montre juste des petits extraits, mais on voit que ce petit garçon, il a l'air très à l'aise en soninké. Il a l'air vif, qui va même dire à l'interprète, vous le voyez, il dit rouge, et puis l'interprète dit, mais t'es sûr que c'est cette couleur? Et il lui dit, bah oui, tu vois bien que c'est du rouge, et il lui dit. Donc vous voyez bien que la question de la... voilà, que c'est... qu'on peut voir que la langue maternelle... hop, je reglisse de ce côté-là. Je sais pas du tout comment... Donc, je sais pas pourquoi le PowerPoint est... Mais du coup, je suis obligée de le faire en... Je suis obligée de me mettre comme ça. Donc, l'idée de l'Elal d'Avicenne, l'idée de l'Elal d'Avicenne, c'est vraiment ça, de travailler sur la langue maternelle. Donc, rapidement, la consultation transculturelle, comment on travaille, c'est que quand un enfant a des difficultés et que, on va travailler sur 3 niveaux. On va se demander qu'est-ce qu'un enfant. Sur l'être, qu'est-ce qu'un enfant. Dans certaines cultures, un enfant peut être un ancêtre qui revient. Dans d'autres cultures, ça peut être, vous savez, par exemple en Inde, on croit qu'il y a plusieurs vies. Donc il a traversé plusieurs vies avant d'être là. Dans d'autres cultures, un enfant peut être tout neuf. Il vient pas forcément de quelque part, il est tout neuf. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'un enfant? Donc on va interroger sur qu'est-ce qu'un enfant en général dans telle ou telle culture. Ensuite, on va s'interroger, qui est cet enfant? Celui-là qu'on reçoit aujourd'hui, qui il est? Par exemple, il porte le prénom de la grande-tante ou de ma sœur. Et donc, du coup, il vient représenter quelqu'un pour la famille. Donc, on va s'intéresser sur qui est cet enfant. Et avec ces 2 représentations-là, on peut se dire, mais comment on le protège? Cet enfant qui a des difficultés au niveau du langage et qu'on pense que c'est un mauvais œil qui a touché cet enfant, comment on va le protéger? Donc on va travailler à chaque fois sur ces 3 niveaux-là. Donc ça, c'est quelque chose d'important. L'idée, c'est vraiment de co-construire. C'est-à-dire qu'on va ensemble essayer de co-construire un récit avec la famille. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Par exemple, la consultation transculturelle, l'idée, c'est vraiment, on est un groupe, donc encore une fois, c'est pour ça que je dis la créativité, parce que dans beaucoup de sociétés, quand on a un problème, on ne le règle pas tout seul. Un enfant est malade, on ne le règle pas tout seul. On réunit l'ensemble de la famille et on essaye de rechercher des protections. Ici, il n'y a pas forcément cette chance d'avoir l'ensemble de la famille. Du coup, il y a des groupes, un groupe de thérapeutes, donc on est plusieurs thérapeutes, donc tous psy, infirmiers, éducateurs, enfin professionnels. On reçoit la famille et on travaille sur les représentations autour de l'enfant, des difficultés, et chacun va apporter son interprétation, et c'est là où le travail transculturel est important, et on travaille dans la langue maternelle, donc on travaille avec un interprète, et avec cette idée de co-construction. On va construire autour de l'enfant, avec la famille, avec l'enfant et le groupe de thérapeutes, pour essayer de comprendre comment on peut proposer la meilleure manière d'accompagner cette famille. Donc la consultation transculturelle, il y en a une à Bobigny, il y en a plusieurs à Paris, à Créteil, à plein d'endroits, et maintenant on commence à le développer un peu partout, mais l'idée c'est de travailler avec l'équipe de première intention, c'est-à-dire que si une personne va mal, un enfant, un adulte, un ado, on va lui proposer déjà des soins qui existent classiquement, quoi. On va l'orienter vers un centre médico-psychologique ou comme on le ferait pour n'importe qui. Et dans le soin, moi je reçois un patient qui va mal, mais qui me parle de sorcellerie, et moi, je ne m'y connais pas à ces choses-là et je ne suis pas à l'aise. Je peux faire appel à la consultation transculturelle, j'accompagne mon patient, et dans cette consultation, on peut essayer de travailler sur les différents niveaux dont je vous ai parlé, pour essayer de comprendre ce qui touche la personne et la rendre active aussi.
C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de prendre des médicaments, il faut aussi pouvoir se protéger autrement, faire des prières, appeler la famille, faire des ponts et des liens pour essayer de trouver sa place, en fait. C'est vraiment cette idée de co-construction qui me paraît intéressante. Et je vais finir juste sur la petite BD qu'on a fait, qui me paraît importante. Ouais. Toujours ce problème de quand je sors de... sur une BD qu'on a créée pendant le confinement, des BD qu'on a créées pendant le confinement, c'était... alors, ouais, je vais le remettre de l'autre côté. Je sais pas du tout comment. Souris. Bon. Là, j'arrive à le passer, mais... Voilà. Donc on a créé des BD qu'on appelle des BD transculturels pendant le confinement parce qu'en fait on s'est rendu compte que les jeunes, surtout les ados, c'était un peu spécifique aux ados, étaient tout seuls chez eux, enfermés pendant le confinement, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas voir les copains, etc., avec des questionnements à cet âge-là. Vous savez à quel point c'est important de sortir et d'avoir une vie sociale. Et enfermé à la maison, c'est peut-être compliqué. Et avec cette idée culturelle aussi qui peut parfois prendre beaucoup de place. Donc ces BD ont été faites par des auteurs, des personnes qui nous ont aidés, par exemple Emmanuel Guibert, voilà, des personnes qui nous ont aidés à créer ces BD, donc on en a plusieurs. Et on a fait plusieurs BD, qu'on appelle des BD transculturelles, et ça nous a vraiment permis d'avoir accès aux ados et à leurs histoires. Et on s'est appuyé sur les patients qu'on a reçus en consultation transculturelle. Donc dans ces BD, on faisait un kit sanitaire pour expliquer un peu ce qui se passe pendant la Covid, ce qu'il faut faire, etc. Mais plutôt de manière générale, et ça je vais passer vite. Donc c'est se laver les mains, enfin voilà, les trucs un peu classiques. Et puis après, on a créé des histoires. Par exemple, Sivat, c'est l'histoire d'une ado d'origine sri-lankaise, tamoule, qui est enfermée chez elle et qui, d'habitude, elle va voir ses amis, mais là, sa mère, elle la contrôle, elle lui dit qu'elle n'a pas le droit de sortir, avec qui tu parles, qu'est-ce que tu fais. D'ailleurs, là, quand elle parle au téléphone, elle est obligée de faire semblant de sécher les cheveux. On la voit sur le côté, là, elle essaye, pour pas que sa mère la surprenne en train de parler. Et elle dit qu'elle n'en peut plus, qu'elle a l'impression que sa mère est dans sa tête, elle ne sait plus quoi faire, elle en a trop marre d'être contrôlée, etc. Donc l'idée, c'est qu'on propose à la fin, on lui propose des solutions, on lui dit, tu sais, ta mère aussi, elle vient du Sri Lanka, donc elle a aussi vécu la guerre, donc tu peux parler de ce que c'est que le confinement, elle doit savoir quand il y a la guerre au pays, les couvre-feux, tout ça, ils connaissent. Peut-être tu peux t'intéresser à comment elle a vécu son adolescence dans un pays en guerre. Tu pourrais créer un blog avec ta famille qui est partout dans le monde, qui aussi vit sûrement les mêmes conditions, etc. Donc en fait, on essaye de proposer des solutions. On a fait plein d'histoires, on s'est vraiment appuyé sur nos patients qu'on a. Adam, c'est autour d'un jeune qui a envie d'aller rapper et de faire du rap dans la rue, et puis sa mère lui dit non, c'est le couvre-feu, c'est le confinement, t'as pas le droit de sortir, et en fait du coup il reste là, et là la maman raconte comment elle, au pays, on se réunissait pour chanter des chansons, etc. Donc on fait des liens. Donc voilà, on propose des liens à faire. Un autre, c'est Soria, c'est une jeune fille, c'est l'histoire d'une jeune fille du Cambodge qui dit, et le papa dit, mais t'es tout le temps devant ton écran, toujours devant ton écran, il faut que t'arrêtes. Et puis sa mère lui dit, son père lui dit,
d'arrêter. Et puis elle dit, mais papa, toi, tu es toujours devant BFM à regarder. Moi, j'ai peur de mourir. J'en ai marre d'entendre ces choses-là. Et là, il parle de la peur de mourir. Mais va voir ta grand-mère et demande-lui ce que c'est que la peur de mourir. Et donc voilà, on invite les enfants à aller parler, à faire du lien. Donc il y en a plein. Comme je vous l'ai dit, ces BD sont accessibles et ça permet de parler avec les adolescents en fait. Tout à l'heure, on parlait du dessin, de comment approcher. Ces BD permettent d'approcher les adolescents, s'intéresser à la question culturelle, s'intéresser à ce qui se passe à la maison, etc. Et en même temps faire des liens. Voilà, je voulais finir sur cette BD, sur ces BD qui me semblent des liens intéressants aussi pour vous. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Bonjour à tous et tous. Donc, alors, je vais me présenter, comme Amélie l'a fait. Donc, je suis Christophe Martet, je suis journaliste, j'ai 62 ans, un peu plus. Et on m'a demandé de venir pour vous parler de mon expérience avec l'association ACT UP en particulier, puisque, vous savez que cette année, donc c'est les 40 ans de l'identification des premiers cas de VIH-Sida. Donc cette épidémie qui, avant l'épidémie qu'on est en train de vivre, avait quand même pas mal marqué le monde et qui continue à marquer le monde, puisque l'épidémie de sida n'est pas terminée. Il y a encore des centaines de milliers de personnes qui, faute de médicaments dans les pays du Sud, continuent de mourir de cette maladie. Et on m'a demandé de venir pour vous expliquer un petit peu, montrer un petit peu l'expérience d'ACT UP, principalement aussi comment... je trouve que c'est intéressant, ça fait assez bien écho finalement, comment on a pu modifier le rapport, ou en tout cas essayer de modifier le rapport médecin-patient, comment le malade lui-même s'est approprié sa maladie et comment il et elle sont devenus experts de cette maladie, ce qui était assez inédit dans l'histoire médicale. C'était la première fois que... les personnes atteintes d'une pathologie s'emparaient des connaissances, essayaient d'elles-mêmes de trouver des parades, de trouver des réponses et justement challengeaient, contestaient aussi le pouvoir tout-puissant médical, le pouvoir des chercheurs, etc., pour essayer et les pouvoirs politiques pour essayer d'avancer. Alors, je voulais commencer par cette image que sans doute ça vous dit sans doute quelque chose. En tout cas, c'est un petit peu une image symbole puisque, en fait, tout a commencé pour ACT UP, en tout cas. Donc l'épidémie, je rappelle, 81 dans les pays du Nord. On sait maintenant qu'elle était bien présente depuis bien plus longtemps dans les pays du Sud, mais ça n'intéressait pas grand monde. On sait que les premiers cas de sida, c'est 1907 même. C'est lié sans doute à des déplacements importants de population, en particulier au Congo, ex-pays complètement colonisés et dans des proportions énormes et avec énormément de morts par le fameux roi de Belgique, puisque c'était devenu sa propriété privée. Et en fait, on estime aussi que les déplacements de population ont fait qu'il y a eu un passage de l'animal à l'homme du VIH, et qu'à partir de 1910, le VIH est petit à petit s'est transporté vers la capitale. On a retrouvé des cas de VIH dans les années 30, parce que à cette époque, la médecine avait gardé des biopsies, etc. Donc on a pu refaire une espèce d'archéologie, entre guillemets, ou de recherche biologique. Et bref, tout ça pour vous dire que l'épidémie était très très forte déjà en Afrique, avant même qu'elle apparaisse dans les pays occidentaux, mais que c'est parce que tout d'un coup, on s'est aperçu que des hommes jeunes, gays, tous homosexuels, avec des pathologies très particulières qui ne touchent en général que des personnes âgées ou des gens qui justement vivent dans des pays africains, que ces personnes mouraient d'une maladie inconnue. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier les premiers cas, et que dans les pays occidentaux, en France, aux États-Unis, on a commencé à s'intéresser à cette maladie étrange. Et c'est en 83, donc une équipe française, Françoise Barré-Sinoussi, a identifié l'agent causal du sida, puisque le sida, c'est le syndrome c'est pas une maladie en soi, c'est le VIH qui va être ce virus qui va s'attaquer à ce qu'on a de plus important pour se défendre, c'est-à-dire les défenses immunitaires, les fameux lymphocytes T,
qui sont ceux qui défendent justement le système immunitaire lui-même. Donc, et c'est ça qui devenait très compliqué, c'est qu'en fait, on voyait des personnes donc avec des systèmes immunitaires complètement dégradés et donc qui étaient susceptibles d'attraper, enfin, ou de toucher par des tas de maladies qu'on n'a jamais en général quand on est jeune et en bonne santé. La pneumocystose, la toxoplasmose, le cytomégalovirus, le Kaposi, le cancer de la peau, tout ça, c'est des maladies de vieux, entre guillemets, ou de gens immunodéprimés, ou de gens qui sont... voilà. Donc, 83, on identifie le virus, donc VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Et moi, j'apprends ma séropositivité. Je fais le test en 85 parce qu'avec mes copains gays, on vivait la vie que vivaient les gays dans les années 80. C'est-à-dire, on sortait, on avait des relations sexuelles. Et on est 3 copains, Olivier, Laurent et moi, à faire le test plus ou moins en même temps, en octobre 85. Après un séjour en Grèce, parce qu'on s'était dit à ce moment-là, mais bon, ça serait peut-être bien de faire le test. Et il venait d'arriver, et il se trouve qu'on est tous les 3 séropos. Voilà, on l'a découvert à ce moment-là. Donc 85, c'est vrai que c'était la période où arrivent les tests, où aussi, on y reviendra, il y a l'affaire du sang contaminé. Je rappelle que, notamment en France... Donc on a continué à distribuer, notamment aux hémophiles, des poches de sang contaminées, enfin des produits contaminés. On a tout ça parce qu'on a voulu cacher ce qui se passait, on a voulu cacher aussi la gravité des choses. On a aussi voulu privilégier un test français. Enfin bref, on y reviendra, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte après sur le pourquoi on a aussi voulu, en tant que malade, en tant que personne atteinte, interpeller les politiques, alors qu'au départ, on pouvait se dire c'est un problème médical, c'est un problème de recherche, qu'est-ce que vient faire la politique là-dedans? Et on va se rendre compte qu'elle a tout à jouer dans cette épidémie. Et donc en 1987, voyant que les gens commençaient vraiment à... Enfin, il n'y avait aucun traitement, il n'y avait pas de solution, donc on est quand même 6 ans après le début de l'épidémie, on parle déjà de milliers de morts aux États-Unis, des centaines de morts en France, et toujours on n'a aucune explication, en tout cas il n'y a aucun traitement, aucun vaccin aussi, donc pour prévenir, parce que cette épidémie, elle touche... de plus en plus de personnes, et notamment des personnes jeunes, puisque c'est elles qui sont sexuellement actives, etc. Donc on connaît les modes de contamination. Et voilà, c'est vrai que ça devient assez effrayant dans la mesure où on n'est pas habitué à ce que des gens à 25 ans meurent. Je rappelle juste quand même que dans les début des années 90, le sida à Paris est la première cause de mortalité chez les hommes de 25 à 49 ans. C'est pas rien. Et c'est peut-être la 2e ou 3e cause de mortalité chez les jeunes femmes. Donc voilà, on a quand même cette dimension de la jeunesse des personnes touchées qui est assez effrayante. Et donc bien sûr, l'opinion publique se dit mais bon, ça peut être mes enfants, ça peut être... Voilà. Donc c'est ça qui donne aussi le caractère assez scandaleux de cette épidémie, au sens où voilà, ça touche des gens très jeunes et on n'a pas de solution, quoi. Et en 87 apparaît sur les murs de New York donc ce poster, Silent Equal Death, avec un triangle rose renversé. Et parce que le triangle rose, vous savez, c'était le signe qu'utilisaient les nazis dans les camps de la mort pour désigner les personnes homosexuelles, puisqu'on sait que durant la Seconde Guerre mondiale, on estime qu'environ 50 000 homosexuels ont été arrêtés et condamnés, et qu'une dizaine de milliers, 15 000, ont été enfermés dans des camps de concentration, où certains, évidemment, sont morts, puisque les conditions, on les connaît. Alors, c'est pas la même dimension que l'Holocauste, dans la mesure où il n'y avait pas cette volonté absolue de détruire un peuple, mais en tout cas, il y avait cette idée quand même que... il fallait soit guérir les homos, soit effectivement les condamner au camp. Et c'est Larry Kramer donc, qui avait créé la toute première association qui s'était occupée des malades à New York, qui est juif, qui est gay, et qui a écrit déjà pas mal de bouquins, et qui a écrit celui qui s'appelle Reports from the Holocaust, The Making of an AIDS Activist. Donc c'est quelqu'un, peut-être vous en avez entendu parler récemment, parce que Larry Kramer, sa pièce The Normal Heart, qui avait été écrite au tout début des années 80,
et qui montrait justement son travail pour essayer de faire que les gens prennent conscience qu'il se passait vraiment un truc très très grave, finalement il avait beaucoup de mal à convaincre les pouvoirs publics, convaincre ses amis, convaincre la communauté gay elle-même de se mobiliser. Et il faisait le parallèle, après qu'on peut voilà, critiquer ou qu'on peut comprendre, mais en tout cas il faisait le parallèle avec les travaux notamment d'Hannah Arendt sur le fait que dans les premières années du régime nazi, on avait pu reprocher à la communauté juive elle-même, à force de vouloir s'assimiler, d'être assimilé, d'apparaître comme des bons Allemands, de ne pas avoir suffisamment pris en compte cette judaïté pour justement se mobiliser contre ce génocide qui était bien spécifique. Et lui, il dit un peu la même chose par rapport à l'épidémie de sida. C'est parce qu'on est trop complaisant, c'est parce qu'on veut être trop dans le moule, c'est parce qu'on a peur de choquer en tant qu'homo, qu'on ne va pas vouloir se mobiliser ou qu'on ne va pas vouloir parler de cette épidémie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en fait un groupe d'artistes activistes, Grand Fury, qui crée ce poster, avant même que ACT UP se lance. Et ça, on est au début de 1987, et ACT UP se crée donc à l'initiative en particulier de Larry Kramer en mars 87, donc à New York, avec cette idée que les personnes atteintes, les malades, vont devoir prendre vraiment ce problème à bras-le-corps pour faire avancer la recherche, trouver des médicaments, parce que on peut pas laisser les gens jeunes mourir, voilà. Et ce qui est important, c'est que justement, ça a aussi donné des images très très fortes qu'on a repérées comme ça, enfin quelques-unes que j'ai mis en exergue. Donc par exemple ce AIDS-Gate, parce que Ronald Reagan, donc, qui est président des États-Unis donc en 87, qui a été réélu, il faut savoir que voilà, l'épidémie a déjà 6 ans, il n'a jamais prononcé le mot sida. C'est-à-dire que pour lui, ça n'existe pas. Il y a des centaines de milliers de gens qui sont infectés, il y a des milliers de morts, mais pour lui, ça n'existe pas. Et ça n'existe pas parce que ça ne touche, entre guillemets, que des personnes finalement pas très importantes, que des gens pas très importants. Les homos, les héroïnomanes, donc les haïtiens, les hémophiles. Donc on parlait à un moment, vous savez, des 4 H, c'est ça, donc homosexuels, haïtiens, hémophiles et héroïnomanes, usagers de drogue par voie intraveineuse. Donc ces personnes-là, elles ne sont pas politiquement très intéressantes. Il y a énormément d'homophobie, il y a énormément de préjugés contre les personnes usagers de drogue. Quant aux haïtiens et aux hémophiles, ça représente peu de monde. Donc, même s'il y a pu avoir cette tentation de dire qu'il y a des victimes innocentes. Certains l'ont mérité, en gros les homos et les toxicos, c'est ce qu'on entendait quand même à l'époque. D'autres, c'est des victimes innocentes. Voilà, donc c'est vrai que ce qui est important, c'est qu'on s'est toujours placé justement hors de ce champ du victime. En 83, à Denver, un groupe de personnes atteintes par le sida disent on n'est pas des victimes, on est des personnes vivant avec le VIH. Et ça, c'est très important. Parce que justement, on sort de ce champ on est impuissant, on est un peu à la merci finalement, on est à la merci de la science, on fait à notre place. Non, on veut être justement actif dans ça. Et d'autres artistes que vous connaissez sûrement, là j'ai mis justement un poster d'ACT UP, mais qui a été réalisé par Keith Haring, donc qui est un grand artiste de rue d'abord, et puis après qui est devenu vraiment quelqu'un qui est beaucoup intervenu, y compris en France. Il y a des œuvres de Keith Haring dans des hôpitaux, je crois à Necker justement, l'hôpital enfants malades, il est intervenu. Et donc voilà, c'est vrai que c'est une épidémie qui a créé aussi comme ça des images, des visuels, des images fortes. Keith Haring, lui, est mort du sida quelques temps après, mémoire en 91, je crois. Et c'est ça aussi qui est quand même assez intense dans cette épidémie, c'est que, en tout cas dans les pays occidentaux, ça a vraiment fauché d'un coup toute une génération d'artistes, d'intellectuels. C'est Jean-Paul Aron, le premier qui, sur la couve de Nouvel Observateur en 87, on voit sa photo, il y a écrit « Mon sida ». C'est le premier intellectuel qui
qui se placent. On parle d'Hervé Guibert, etc. Donc il y a aussi toute cette dimension de personnes jeunes qui sont dans la force de l'âge, qui sont dans la force de leur création, dans la force de leur vie, et qui disparaissent d'un coup, avec tout ce qu'on a pu perdre sans doute justement en création. À New York, ils avaient créé justement, ils avaient monté un atelier vidéo avec des danseurs, des chorégraphes, parce que voilà, beaucoup étaient touchés par le VIH et mouraient, et donc il fallait garder aussi cette trace de leur travail. Donc pour aller un peu plus loin, oui, ça va. ACT UP se crée à Paris donc en 1989. Moi, je suis d'abord commencé par militer à ACT UP New York, parce qu'en fait, en 88 et 89, Laurent et Olivier, dont je vous ai parlé, qui avaient fait le test en même temps que moi, sont décédés. Donc Laurent, il avait 29 ans, Olivier avait 29 ans, Laurent, il avait un peu moins de 30 ans. Donc vous voyez, c'est quand même un peu bizarre, c'est un peu spécial, on va dire, qu'à 28 ans, 29 ans, vous perdez vos amis. Et comme l'épidémie, en fait, en France, elle est extrêmement concentrée dans certaines populations, et en particulier les hommes gays, à Paris, c'est 3 morts par jour. Et forcément, comme c'est dans une population assez restreinte, forcément, vous allez en entendre parler. Donc, vous vous imaginez vivre voilà, vous avez 28, 29 ans, et vous imaginez à entendre dire « Ah, mais tu sais qu'un tel est mort, tu sais qu'un tel est mort », et puis il y a un moment où ça se rapproche de vous, et c'est pas un tel, c'est votre colocataire. Laurent, c'était mon colocataire. Olivier, c'était un de mes meilleurs amis. Il y en a eu d'autres, il y en a eu beaucoup d'autres. Donc, c'est pas une vie, c'est vraiment un truc bizarre. Donc, moi, je me suis dit, bon, vu que je suis séropo, je suis le prochain sur la liste. Donc, je pars à New York parce que je me disais, de toute façon, cette ville, c'est la ville que j'aime au monde. Donc, s'il ne me reste pas beaucoup de temps à vivre, autant être dans une ville et vivre quelque chose de fort. Et c'est là que je lis ce livre, justement, Reports from the Holocaust, The Making of an AIDS Activist, donc la fabrique d'un activiste gay, d'un activiste du sida. Et c'est ce que je suis devenu, parce que je suis rentré à ACT UP New York, avec cette conscience que finalement, c'était pas qu'un problème médical, c'était pas qu'un problème de recherche, c'était un problème politique. En fait, si cette épidémie n'était pas traitée de la façon dont elle devait l'être, et si on ne luttait pas contre cette épidémie, encore une fois, c'est parce que politiquement, ça faisait peur à tout le monde, politiquement, ça n'intéressait personne, et qu'en plus, tout ce qui pouvait être justement de l'ordre d'une réponse coordonnée de santé publique n'était pas du tout en place, en fait. Parce que, encore une fois, ça n'était pas, comme quelqu'un l'avait dit, le président de Roche avait dit « Bon, attendez, c'est quand même pas la grippe, hein. » Donc il n'y avait pas de recherche parce que voilà, c'était entre guillemets pas beaucoup de monde. On voit aujourd'hui quand même que l'épidémie, elle a tué 40 millions de personnes dans le monde, 10 000 personnes à Paris, c'est quand même pas rien. Encore une fois, des gens assez jeunes. Et j'ai choisi cette photo parce que ça, c'était la manif d'ACT UP au 1er décembre en 92. Parce que justement, on changeait aussi complètement la façon de voir les malades. On a longtemps montré soit des personnes, vous savez, qui avaient des taches de Kaposi, très maigres, etc. On avait vraiment cette image de corps décharnés, ce qui était la réalité pour les personnes qui allaient mourir. Mais il se trouve que dans les années 90, beaucoup plus de personnes se testent, se découvrent séropositifs parce que le test se généralise. Et certaines et certains ne sont pas encore malades. Et surtout, ce qu'on voulait nous changer, c'est justement cette représentation, c'est de pouvoir mettre des visages sur cette épidémie et pouvoir montrer des gens qui, comme je l'ai écrit, révoltent de rue, qui se révoltent, qui vont dans la rue, parce que c'était le seul moyen de se faire entendre, pour interpeller les médias avec des images fortes, vous voyez, avec des posters, avec quand même des visuels très très puissants. Et pour essayer aussi d'interpeller en faisant un certain nombre d'actions de rue principalement, parce que c'est comme ça qu'on attirait les médias et donc on attirait l'attention des pouvoirs publics. Et je trouve ce poster d'ACT UP qui est un peu plus récent, enfin qui date toujours des années 90, dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le VIH, le sida, ça ne se transmet pas que par le sang, par le sperme, mais ça se transmet aussi par la loi. Parce que on voit bien que
le sida révèle des discriminations, révèle une situation sociale où on a bien vu aussi un peu plus tard dans l'épidémie que ça touchait énormément de personnes d'Afrique subsaharienne, et en particulier des femmes. Et on voyait surtout que, on l'a pu le voir un peu plus tard, que ces femmes, elles venaient pas avec le VIH. En fait, elles étaient souvent contaminées en France parce que manque d'accès aux soins, pas d'information, pas de prévention. Donc, on voit bien que et les discriminations auprès des toxicomanes a fait que pendant des années, alors on savait pertinemment que, effectivement, par le sang, donc par les seringues, le VIH se transmettait. On a refusé pendant très très longtemps de mettre à disposition des seringues propres, des seringues stériles à usage unique. Pareil pour les gays. Je rappelle donc les premiers cas en France sont identifiés pareil en 81. En 82, j'en parlais dans mon bouquin, il y a une question posée à l'Assemblée nationale, donc quand même à l'Assemblée nationale, au ministre de la Santé, en lui disant, voilà, il y a une nouvelle maladie qui touche les homos, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Et il dit, bah écoutez, oui, effectivement, elle existe, bon, il y a pas beaucoup de cas, mais ça existe en France, donc on va monter un groupe de travail, en gros, et on fera de l'information. Ben, on est en 82, la première campagne vraiment d'ampleur, on va dire, qui s'adresse aux personnes homo pour dire le VIH existe, protégez-vous, c'est 92. Parce que les campagnes qu'on a vues avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, la toute première campagne, type disait le sida passera pas par moi, bon, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Après, on vous faisait des petites campagnes un peu à l'eau de rose, genre les préservatifs vous souhaitent de bonnes vacances. Enfin, on faisait des trucs très déconnectés de la réalité. Les gens mouraient en masse et on leur montrait des gens à la plage avec le préservatif vous souhaite de bonnes vacances. Donc, bon. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement, le procès du sang contaminé, c'est un moment où justement ACT UP a pu montrer en quoi les décisions politiques ont pu avoir un impact énorme sur le sort de milliers de personnes. Et là, en particulier, donc, des personnes hémophiles et transfusées, puisque je rappelle, donc, en 85, on a continué, malgré le fait qu'on savait que ces lots étaient contaminés, on a continué à diffuser des lots contaminés aux hémophiles. Et on a aussi barré la route aux tests américains, parce qu'il y avait un test développé par Pasteur en France, pour essayer justement de mettre en avant le test Pasteur, et ce qui a fait que aussi les poches de sang, beaucoup ont été contaminées, et des transfusés ont été contaminés par le VIH, infectés par le VIH. Et donc on montrait à travers ce procès du sang contaminé que voilà, les politiques étaient vraiment coupables parce qu'ils n'avaient pas mis en place les mesures de santé publique. Ils avaient mis en avant des considérations morales en ne faisant pas de campagne de prévention pour les gays, par exemple, ou des considérations morales aussi par rapport aux usagers de drogue. Et de la même façon, qu'ils avaient mis en avant, des considérations économiques pour dire on veut privilégier tel test et pas tel test, et donc on n'achète pas le test Abbott, qui était celui en question, le test américain, et on attend que le test français soit prêt. Donc on a pendant des semaines et des mois, on a laissé comme ça continuer les contaminations. Donc ce procès a eu énormément de retentissement parce qu'il a aussi montré en quoi cette épidémie, elle était effectivement une épidémie politique. Et de la même façon, on a donc pendant des mois manifesté devant l'hôtel de ville. À l'époque, c'était Chirac qui était maire de Paris. Donc vous voyez, on est quand même vraiment dans les années 90. Et à l'époque, il se trouve, j'étais président d'ACT UP et je me souviens du coup de fil de Lynn Renaud, qui est vraiment quelqu'un qui se bagarre beaucoup contre le sida, mais qui m'avait dit « Mais Christophe, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous arrêtiez de manifester ?» Parce que là, Jacques Chirac, en fait, il allait se présenter à la présidence de la République et ça l'embêtait d'avoir ces manifs toutes les semaines. Vous voyez, on tournait comme ça autour de l'hôtel de ville en réclamant des mesures plus fortes au niveau du sida et par rapport à la municipalité. Et ça l'embêtait, c'est pour son image, évidemment, c'était pas bon. Donc je lui avais dit, écoute Lynn, il suffirait qu'il nous reçoive et puis qu'on discute avec lui, etc. Bon, après, c'est vrai que c'est pas le pire président qu'on a eu, parce que Mitterrand, par exemple, je rappelais Reagan, Mitterrand, il a quasiment jamais prononcé le mot sida.
quasiment jamais. Il a fallu qu'on l'interpelle sur l'affaire du sang contaminé, je crois, en 91-92, pour qu'il prononce le mot sida. Et encore, c'était justement pour, quelque part, présenter une espèce de mea culpa aux victimes innocentes, aux fameuses victimes innocentes dont on parlait tout à l'heure. Alors ACT UP, comme je disais, l'idée c'est d'interpeller l'opinion publique. Cette image, elle est méga connue parce qu'elle a un peu fait le tour du monde. Et c'était donc en 93, 1er décembre 93, où avec Benetton, la pose d'un immense préservatif sur l'obélisque de la Concorde, une action qui a été quand même énormément relayée. Mais pourquoi on faisait ça? C'était pas parce qu'on était... comme je disais, des médias queens, ou qu'on voulait avoir absolument un ego, on n'avait pas un ego surdimensionné, c'est juste pour alerter et pour essayer que les gens vraiment prennent conscience de la gravité de cette épidémie. Il fallait gagner cette bataille de l'image parce que le média télé devenait très important et que c'était aussi comme ça qu'on pouvait justement visibiliser l'épidémie. Un des autres modes d'action d'ACT UP, ça a été le die-in, donc on symbolise les morts du sida en se couchant. Alors ça peut être, soit on le fait, alors parfois on le faisait carrément parce que la police venait nous embêter et donc on se mettait en die-in parce qu'on savait que, à l'époque en tout cas, on savait que le fait d'être couché par terre, la police elle va pas vous taper par terre. On voit qu'aujourd'hui malheureusement, même quand vous êtes couché par terre, elle va vous taper, mais à l'époque en tout cas, ils n'osaient pas le faire. Et c'était aussi une façon là c'est sur un stand de laboratoire parce que pendant aussi des années, ACT UP a milité à la fois pour qu'on avance sur la recherche, parce qu'on voyait bien que ce qui coinçait, c'est que les procédures de recherche, les étapes pour mettre au point un médicament, ensuite pour l'homologation, etc., ça prenait des années. Et nous, on leur disait, mais non, il y a moyen d'accélérer les choses. Et c'est souvent ce que je dis, c'est que la lutte contre le sida, et en particulier la lutte des associations de lutte contre le sida, elle a bénéficié à plein d'autres maladies. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des accès accélérés à des molécules, ce qui n'était pas possible avant. Et ça, c'est vraiment un acquis du VIH. De la même façon qu'avant, on testait systématiquement un médicament contre un placebo. Et alors que là, on leur a dit, non mais attendez, il y a déjà peut-être des médicaments un peu de référence, ou en tout cas c'est inhumain et c'est inéthique de tester contre un placebo pour des gens qui, sans traitement, vont mourir. Donc, juste je donne cet exemple parce qu'à l'époque, il nous avait énormément choqués, où, vous savez, contre la transmission materno-fétale, donc la transmission de la mère à l'enfant, on s'était rendu compte que l'AZT, donc le premier médicament mis au point contre le VIH, qui n'est pas super efficace pour les malades, mais en tout cas permettait de prévenir la transmission de la mère à l'enfant à naître. Et donc on a dit super, et donc ils ont dit tiens, on va le tester dans les pays du Sud, mais vu que là-bas il n'y a pas trop de moyens, etc., on va faire un essai un peu plus court, on va en donner moins, etc. Et surtout, le truc qui était fou, c'est que donc on testait contre un placebo déjà, et surtout la mère, la femme, on va dire, qui était avant d'être mère, elle était femme séropositive, n'avait pas accès au traitement après. Donc je vous laisse quand même juste imaginer le truc, c'est-à-dire qu'on lui donne un médicament pour que son enfant ne devienne pas séropo, mais après on lui dit écoutez madame, vous êtes séropositive, donc ça veut dire en gros vous avez quand même 90% de chances de mourir. Sans traitement, elle n'a pas droit, elle n'a pas accès au traitement. Donc, vous voyez, on a progressé parce que justement les malades ont aussi contesté la façon dont on faisait la recherche, en disant on ne peut pas faire la recherche sans les malades, sans les informer, sans leur donner tous les droits possibles et imaginables pour que cette recherche soit éthique. Donc on a énormément travaillé une fois qu'on a poussé la porte des labos, une fois qu'on a poussé la porte de l'Agence nationale de recherche sur le sida, on a énormément travaillé sur les protocoles pour que ces protocoles soient vraiment éthiques et s'adaptent aux personnes et pas l'inverse. Quand on disait aux gens on va tester un médicament puis on va vous faire des biopsies des ganglions genre tous les 15 jours, on dit non, la personne est déjà malade, on va pas non plus l'emmerder avec ça, c'est pas éthique. Même chose donc sur d'autres pathologies mais qui sont liées aussi, le VHC par exemple, on voit qu'il y a eu
tout un combat où l'argument de dire on ne va pas donner des médicaments au Sud, c'est parce que c'était trop cher. Bon, sans parler du fait qu'on disait, vous savez, ils n'ont pas d'eau, ils savent pas très bien, ils comprennent pas très bien ce que c'est qu'un médicament. Enfin, il y avait tous les trucs dont tu as parlé, justement cette vision colonialiste, néocolonialiste, impérialiste, tout ce qu'on veut, raciste, de dire qu'ils ne prendraient pas bien leur traitement. Mais en tout cas, il y avait aussi ce problème du prix. Alors ça, c'est vrai que c'est indéniable. C'est des médicaments qui ont été développés rapidement au niveau du VIH, qui sont très chers, très onéreux. Et donc, comment on fait pour qu'il y ait accès au traitement? Et ACT UP a mené un combat énorme avec d'autres associations sur la question du générique, des génériques. C'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'en fait, la plupart de ces médicaments très onéreux dans les pays du Nord n'avaient pas coûté grand-chose au labo, en fait, parce que la recherche, une grande partie avait été financée par des fonds publics, et que, bon, globalement, c'est pas des choses très compliquées à faire. Et ça vous rappelle sans doute quelque chose. On est dans la même situation aujourd'hui. On est dans la même situation aujourd'hui où on voit que les vaccins contre le Covid sont accessibles dans les pays du Nord et ils ne sont pas accessibles dans les pays du Sud parce qu'encore une fois, c'est les profits avant la santé publique. Alors que les laboratoires fassent des profits, bon ben on est dans une société telle qu'elle est, capitaliste, etc. Donc eux, ils vivent pour ça, hein, ils vivent pour faire des profits. Mais que les pouvoirs publics ne mettent pas en place justement les licences obligatoires, le transfert de technologie, etc. pour que ces vaccins qui ne sont pas non plus si compliqués à faire et qui ont bénéficié énormément, hein, il y a eu des milliards et des milliards et des milliards de recherches, d'argent public pour les mettre au point, il serait vraiment temps de les mettre à disposition. Et alors je ne sais pas s'il me reste du temps, parce que ça va vite. Je voulais quand même qu'on ait le temps de discuter avec vous, mais bon, voilà. Et je voulais quand même montrer cette photo que j'avais prise à Durban en 2000, puisque Durban, c'est la première fois qu'une conférence mondiale sur le sida se déroule dans un pays du Sud, donc l'Afrique du Sud. Et vous voyez, on a aussi cette globalisation, on va dire, de la lutte contre le sida, et cette mondialisation plutôt bienvenue, où là, on voit justement des personnes d'Afrique du Sud, donc l'association TAC, hein, Treatment Action Campaign, avec ce t-shirt HIV positive, donc voilà, qui voulait visibiliser aussi la séropositivité dans ce pays, qui a été un des plus touchés, où il y a eu aussi tout un travail extrêmement difficile avec les autorités, parce que à la fois les autorités voulaient justement mettre en place des politiques d'accès au traitement, mais les laboratoires freinaient, et les Américains ont vraiment freiné pour que ça ait lieu. Mais après, on a vu aussi comme justement des fake news, enfin, on dirait aujourd'hui des fake news, expliquant que non, ce n'était pas le VIH qui était responsable du sida, etc. Donc il y a eu tout un énorme travail à faire à ce niveau-là. Cette photo, je l'ai choisie parce que... alors je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous ont vu 120 battements par minute, le film justement consacré à ACT UP Paris en 2017, hein, qui a eu donc le César du meilleur film, qui a fait vraiment une grosse impression à Cannes. Il se trouve qu'à gauche, donc vous avez le président d'ACT UP, Kloos Velay. Donc ça, c'est une photo qui date plutôt de début des années 90. Vous avez Kloos Velay, qui était vraiment un président charismatique d'ACT UP, qui est décédé donc en 94. Et à sa gauche, donc à droite, là, avec la veste rouge, c'est Robin Campillo, qui est le réalisateur, justement, quelques 15 ans, 20 ans plus tard, du film 120 battements. Et je voulais vous lire quelque chose de Kloos, mais je crois qu'on n'aura pas le temps, donc... Si, tu crois qu'on a le temps? Oui. Bon. Parce que Kloos, donc vraiment, comme je dis, c'était quand même un président charismatique. Et je vais vous lire un extrait de son édito en septembre 93, donc un an avant sa mort, puisqu'il est mort en octobre 94. Je me pose toujours des questions sans réponse. Combien mourront avant moi? Vais-je souffrir? Serai-je conscient jusqu'au bout? Retrouverai-je un jour ma libido ou le goût et l'envie de faire l'amour avec mon mari? Vais-je continuer à avoir peur de toucher les autres, que les autres me touchent, les caressent? À qui vais-je pouvoir me confier, moi qui n'ose plus? Philippe aura-t-il la force de me suivre jusqu'au bout, et ai-je le droit, la force de le lui imposer? Et qui s'occupera de lui après? Aurais-je mon enterrement politique? Vous savez, toutes ces questions qu'on se pose sans pouvoir vraiment les formuler à autrui.
Toutes ces questions qui vous gâchent aux derniers jours. Alors on ne comprend pas, on ne comprend plus. On se dit que tout est vain. Et puis je m'aperçois que j'ai la chance de ne pas être seul, de pouvoir encore marcher, crier et me défendre. Je me rends compte que je suis fier et heureux d'être à Act Up Paris, d'en être la présidente, de pouvoir nous défendre. Au fait, docteur, si demain vous me proposez des coachs pour durer encore un peu, je les prendrai, jusqu'au dégoût, puisqu'il faut bien l'avouer ici, j'ai envie de vivre et pas seulement pour faire chier le monde. Alors les coachs, c'était un truc d'Act Up un peu particulier. On avait cette expression qui pouvait être dans un sens ou dans l'autre. On pouvait dire quelqu'un qui était complètement coach, ce qui voulait dire un peu idiot, ou au contraire complètement coach, un peu fou. Voilà. Et Clouse avait consacré son édito à ça. Enfin, en tout cas, avait repris cette expression. S'il me proposait des coachs pour tenir un peu, bon. Parce que Clouse, c'est vraiment quelqu'un qui a bousculé les politiques. Juste une anecdote, en juillet 1994, donc il est déjà vraiment très, 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 très malade, il a pris rendez-vous avec le ministre de la Santé et il lui a dit, écoutez, maintenant, vous arrêtez tout et vous venez au local d'Act Up et vous allez discuter avec des malades. Le ministre a dit au début, non, c'est filmé, enfin, il y a du son, donc on l'entend dire, non, attendez, j'ai un agenda, j'ai mes conseillers, j'ai des tas de choses à faire, etc. Il a dit, non, là, vous arrêtez tout, c'est trop grave, et vous venez discuter avec des malades. Quelque part, il l'a presque pris en otage pour que le ministre puisse venir au local, et on a pu discuter avec lui, lui montrer la réalité, lui expliquer ce qui se passait, etc. Et c'était Douce Blazy à l'époque. Et pourquoi j'ai montré cette photo? Parce que, bon, si vous avez vu le film, encore une fois, on a cette manif, ce zap au début du film, hein, donc où les militants pénètrent dans les locaux d'un laboratoire pharmaceutique. Et vraiment, on a la même impression, là. En fait, on a l'impression que c'est presque une image du film, alors que c'était 15 ans avant. Alors, il ne faut pas se dire que Act Up, c'était que la mort, c'était ça, c'était la mort, c'était effectivement les enterrements au Père-Lachaise, etc. C'était les personnes qui disparaissaient, c'était la colère, c'était des actions très violentes, où parfois on allait bloquer des départs d'avion parce que les personnes étaient expulsés donc vers une mort évidemment annoncée. C'est pour ça que j'avais poussé un coup de gueule, vous vous souvenez, à SIDAction, justement pour contester cette expulsion des malades étrangers, parce qu'encore une fois, ils étaient envoyés à la mort, quoi. Mais Act Up, c'était aussi de l'humour, de la joie, parce qu'encore une fois, c'était des personnes jeunes. Donc là, on nous voit en pom-pom girl à une manif. Et en dessous, c'est un die-in, mais un die-in où cette année-là, me demandez pas pourquoi, je crois plus que j'y étais, mais les militants d'Act Up avaient défilé en tenue des demoiselles de Rochefort. Je crois que c'était les 25 ans des demoiselles de Rochefort, un truc comme ça. Et l'air des jumelles, qui est Nous sommes de sœurs jumelles, était devenu Nous sommes de Séropos. Voilà. Bon. Et donc on voit ce die-in avec les robes un peu à la façon Catherine Deneuve. Et voilà, et je voulais vous montrer aussi cet énorme camion avec ce slogan, bon, chacun en fera ce qu'il voudra, SIDA is disco, voilà. Donc pour conclure un peu sur une note un peu plus, sinon joyeuse, en tout cas voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'épidémie de sida n'est pas terminée, hein, et on voit malheureusement, je n'ai pas trop le temps de développer, mais on voit malheureusement que les acquis du VIH-sida, en termes justement de représentation des malades, en termes de politique de prévention, en termes d'accès au traitement, en termes de recherche, on voit que ces acquis-là, on pensait qu'ils étaient là pour toujours, non, on voit bien que on a vu que tout ça était très vertical, que les décisions se prenaient dans le bureau du président de la République et hop, il fallait que tout le monde accepte. On a vu que justement la parole des premiers concernés, on ne l'a pas trop entendue. Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait une cérémonie, quelque chose pour les 120 000 morts du Covid en France? 120 000 morts, c'est quand même pas rien. Hein? Non, comme si les malades et les morts n'existaient pas. Et on a vu que effectivement les vaccins, je rappelle qu'en Afrique, dans certains pays, il y a peut-être 2%, 3% des gens qui sont vaccinés. Donc on voit bien que malheureusement, on pouvait se dire on a obtenu un certain nombre de choses, et en fait, on voit bien qu'en termes de santé publique et en termes politiques, il faut toujours
se battre et toujours avancer et toujours contester les pouvoirs en place, en fait. Voilà. Merci. On a un peu de temps, c'est ça? Oui, on a un peu de temps pour des questions pour Amalina et Amalini, pardon, excuse-moi. Et voilà, et moi-même. Des questions ou des remarques? Oui. Des ajouts. Oui, d'ailleurs, je m'étais noté dans les points communs, c'est l'importance des politiques complètement dans les soins en général, en fait, hein, j'ai envie de dire. Et je trouve que c'est très parlant, enfin, ce que vous avez dit, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à tous les niveaux, que ce soit la Covid, mais aussi pour tout. Et comme s'il y avait une hiérarchie des choses... des cultures même, hein, c'est-à-dire ceux-là, oui, eux, il faut les aider, mais eux, c'est pas très important. Enfin, il y a eu toujours et les politiques jouent un rôle hyper important. Même la question de l'interprétariat, par exemple, je vous disais l'importance de prendre en compte la langue maternelle dans les soins. Il y a une loi qui dit qu'un médecin doit se faire comprendre de son patient. Enfin, le docteur doit expliquer de manière à ce que le patient comprenne sa maladie. C'est-à-dire que s'il sort des mots incompréhensibles en disant vous avez machin, enfin des mots hyper longs à rallonge comme il y en a dans la médecine, ben, c'est une faute en fait. Il faut que le médecin explique de quoi il parle, qu'est-ce que le patient a. Maintenant, si on n'a pas la langue, ben, c'est encore pire. C'est-à-dire que le patient, il se retrouve, on lui explique le VIH ou je ne sais quoi, et en fait, il ne comprend rien. C'est une faute, en fait. C'est une faute grave, et c'est ce que vous dénoncez aussi. C'est-à-dire... et les politiques viennent jouer là-dedans, puisque je me rappelle une fois... à l'éducation nationale, on avait dit on n'a pas les moyens pour avoir des interprètes. Et en fait, on nous a dit mais si, on vous a donné tant de budget, mais comme vous ne l'avez pas utilisé, on vous l'a retiré. Sauf qu'on n'a pas prévenu les gens qui sont sur le terrain, on ne leur a pas dit on vous a donné tant de budget. On l'a caché et puis après on dit vous ne l'avez pas utilisé, on vous l'avait mis à votre disposition. Ah, on ne le savait pas en fait. Et après, c'est votre faute, vous ne l'avez pas utilisé. Donc non, on ne vous redonnera pas... Enfin, c'est toujours des choses comme ça. Et aujourd'hui encore, on continue à se battre. C'est hyper dur. Par exemple, pour la question de l'interprétariat, il y a une recherche qui a été faite je crois que c'est à l'hôpital Necker, où vous trouverez sur Babel, le centre Babel, l'article, où on a montré, alors c'est quelqu'un de l'économie de l'hôpital qui a travaillé dessus, donc c'est pas un psy, c'est pas du tout transculturel, il a montré que prendre un interprète, ça coûtait beaucoup moins cher à l'hôpital plutôt que de ne pas en prendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand un patient vient et qu'il est malade, qu'on explique mal ce qu'il a, les parents ne comprennent pas, etc., il va se faire réhospitaliser, revenir 3-4 fois, et ça coûte cher à l'hôpital. Alors que si on prend un interprète une fois, on explique, voilà, c'est ça la maladie, c'est ça le problème, et c'est comme ça qu'il faudrait faire, etc., les familles comprennent très bien, puisqu'on donne les moyens, et du coup, il y a moins d'hospitalisation. Donc au final, ça coûte beaucoup moins cher quand on se fait comprendre. Mais malheureusement, même avec des recherches, même avec des actions très fortes, ça reste un combat de tous les jours, et je suis complètement d'accord que on continue à se battre. Et c'est pour ça l'importance de remonter les actions qui sont faites, de remonter les actions des associations, etc. C'est hyper important. Oui, juste pour vous donner un ordre par rapport au générique, l'accès au traitement est quand même très important. Il y a la moitié des personnes séropos dans le monde qui n'ont pas accès au traitement. C'est ces personnes-là qui donc continuent de mourir du sida. Mais juste pour vous donner un exemple de prix, là je parlais de l'hépatite C, par exemple, il y avait un traitement qui a été mis au point pour guérir vraiment de l'hépatite C. C'est-à-dire on se débarrasse du virus de l'hépatite C, on en guérit.
ce traitement, il coûtait 60 000 euros à son lancement en France. Ça a été rabaissé à, je crois, 25 000. Mais le même traitement par le même laboratoire, il coûtait $200 en Égypte. Parce qu'en fait, tout le prix est fixé par le système de santé que vous avez, par la richesse que vous avez. On se dit en Europe, de toute façon, ils ont des systèmes de santé importants. Vu qu'avant, les gens étaient traités par des médicaments moins efficaces qui faisaient que beaucoup allaient être hospitalisés, donc ça allait coûter très cher. Là, finalement, on fait quelque part, entre guillemets, le système de santé français fait des économies, même si on leur propose un traitement à 20 000, 30 000, 40 000 euros. En Égypte, où il y a énormément de personnes atteintes par le VHC et où le système de santé n'existe pas beaucoup, on se dit, c'est pas grave, on va quand même inonder le marché de notre produit, parce que comme ça, on casse un peu, on bloque un peu s'il y a des concurrences ou s'il y a des génériques justement qui apparaissent. Et ce médicament, on le vend à prix coûtant. Donc ça veut dire quand même que le médicament coûte 200 euros, enfin le mois, 200 $, 200 euros en Égypte, au prix coûtant. Et donc vous voyez le saut qu'on fait avec le prix qu'on pratique en Europe. Et c'était ça en fait. Le truc, c'était même pas que les labos voulaient pas baisser leur prix parce qu'ils voulaient garder des profits. C'est surtout parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait justement cette concurrence des génériques, et donc ils ne voulaient pas installer au début justement de prix différenciés. Ils voulaient absolument pas servir le marché africain parce que pour eux c'était pas un marché solvable, et que surtout c'est à partir du moment où on a pu montrer que les produits génériques étaient tout aussi efficaces, que là, ils ont commencé à baisser leur prix en se disant, il faut quand même, j'essaye d'attirer des parts de marché, parce que voilà, ils fonctionnent comme ça. Ce qui est vrai, c'est que moi, j'avais été frappé quand la première fois que je suis allé en Afrique du Sud, enfin c'était en 95, on participait à ce qu'ils appellent le Global Network of People Living with HIV, donc un réseau, une coalition globale de personnes vivant avec le VIH. Et ça m'a frappé parce que, bien sûr, alors 95, il n'y a encore pas de traitement efficace en Europe, hein, et moi j'arrive, on vient en Afrique, on est une dizaine d'ACT-UP, et en fait, il y a tout de suite une connexion qui se fait avec les personnes séropos. Des femmes africaines séropos, on était un peu dans la même problématique de traitement, d'absence de traitement, d'interrogation sur qu'est-ce qu'on va devenir, comment on peut alerter les pouvoirs publics. Nous, l'idée, c'était qu'ACT-UP y aille pour faire un espèce d'atelier, justement, au niveau de cette expérience militante et activiste. Alors, bien sûr, après, le fossé s'est creusé, puisque à partir de 96, en tout cas dans les pays occidentaux, les pays riches, les traitements puissants sont arrivés. C'est ce qui a fait que je suis encore à vous embêter aujourd'hui. Mais parce que voilà, à l'époque, j'étais vraiment pas en forme. Mais voilà, les traitements ont été très efficaces pour les personnes du Nord, sauf que, encore une fois, on a attendu très longtemps avant qu'ils soient mis à disposition. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr, après, il faut aussi adapter les choses, parce que on ne peut pas s'adresser aux personnes homo en Afrique de la même façon qu'on le fait ici. Il y a encore énormément de pays qui discriminent les homosexuels, donc très clairement, on ne fait pas le même type de prévention. De la même façon que le sexisme ou la misogynie peuvent être très fortes dans certaines cultures, forcément, il va falloir adapter les messages, il va falloir travailler ça pour que on puisse s'adresser aux femmes sans forcément effectivement heurter ou sans forcément
va être condamné parce qu'on va faire de la prévention. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est à prendre en compte, effectivement. Ouais. Mais l'interprétation culturelle, et tu l'as très bien dit, au début, on disait en France, s'il a le sida, c'est parce qu'il a fauté, quoi. Enfin, ça, c'est une croyance culturelle. C'est-à-dire, il a fait une faute, donc il le mérite, quoi. Donc, il a la maladie. Parce que ça, c'est une croyance. C'est un peu comme le patient qui va dire c'est le mauvais sort c'est quelqu'un qui m'a jeté un mauvais sort. C'est du même type, en fait. Donc, en France même, il y avait ce genre de croyance. On pensait qu'on méritait d'avoir ça parce qu'on n'a pas respecté les règles qu'on devrait... Donc ça, c'est des croyances. Les premières consultations transculturelles, c'est vrai, il y avait beaucoup de patients séropositifs avec des interprétations culturelles. On se dit, que ça peut être un mauvais sort ou parce que voilà, des choses comme ça, il y en avait énormément. Il y a eu pas mal d'articles sur ces. Et encore aujourd'hui, moi je travaille à la maternité Port-Royal où il y a un dispositif exprès pour les mamans séropositives avec des soins, etc. particuliers. Et c'est vrai qu'il y a une forte population qui vient d'Afrique. Et les soignants, j'entends encore parfois des soignants avoir des choses comme « Ah, monsieur, c'est parce qu'il a plusieurs femmes qui fait qu'il est malade. » Voilà, et on a des interprétations, à mon avis, qui sont du contre-transfert, c'est-à-dire que c'est pas acceptable pour moi. Et du coup, j'en fais une généralité et j'en conclus que les gens qui sont différents de moi, finalement, un peu méritent. Enfin, j'entends encore des choses comme ça m'arrive. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, parfois, ça peut... je ne suis pas sûre que ce soit fini, ces interprétations-là.